invité, notre prochain invité, M. Richard Langelier, est juriste et sociologue. Depuis près de 6 ans maintenant, il est engagé avec les comités de citoyens et citoyennes et les municipalités dans la lutte pour la protection des sources d'eau potable. L'un des auteurs du règlement dit de Saint-Bonaventure, membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et du collectif des 5, il œuvre maintenant avec le comité de pilotage des municipalités qui réclame une dérogation au RPEP. En l'absence de M. Gérard Jean, maire de Lanoraie et porte-parole du comité de pilotage, il nous entretiendra ce soir de cette démarche des municipalités pour l'obtention de la dérogation au RPEP. M. Langelier a une très bonne voix. Mesdames et messieurs, alors je vais simplement vous rappeler une certaine chronologie des événements. Comme Marc Durand vous l'a expliqué, au mois d'août 2014, on a publié le fameux règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui donnait des distances séparatrices de protection de nos sources d'eau potable qui étaient complètement ridicules. Et plusieurs municipalités, presque une centaine, avaient adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure du nom de la première municipalité qui l'avait adopté et qui prévoyait des distances minimales de 2 km entre les installations gazières et les puits d'eau potable. Alors, évidemment, là, quand le règlement est arrivé, le règlement provincial qui ne prévoyait plus que de 500 mètres, les municipalités qui voulaient protéger adéquatement leurs sources d'eau potable ont décidé, se sont rencontrés à Saint-Edmond-de-Grande-Dame un mois plus tard, au mois de septembre 2014, et se sont dit qu'est-ce qu'on fait pour continuer notre bataille pour protéger l'eau potable. Et ils ont utilisé une disposition qui existe dans la loi sur la qualité de l'environnement et qui prévoit que lorsque le gouvernement provincial intervient avec un règlement qui a le même objet qu'un règlement municipal, le règlement provincial prévaut sous réserve que le ministre accorde son autorisation à la municipalité pour qu'elle puisse déroger à la norme commune pour imposer des normes plus sévères. Alors donc, les municipalités ont décidé de s'engager dans cette démarche-là. Et les municipalités ont été encouragées parce qu'en décembre 2014 a été publié le rapport du BAP qui a étudié toute la question du gaz de schiste, et ce rapport concluait que les normes gouvernementales étaient totalement insatisfaisantes et qu'il fallait effectivement élargir les zones de protection. Alors, on a été très encouragés par cette évaluation-là qui a été faite par le Bureau d'audience publique, et donc on a continué de vouloir essayer d'abord de rencontrer le gouvernement pour essayer de les convaincre, de leur expliquer. Alors, on a eu une première rencontre au mois de septembre 2015 à Drummondville, mais les experts gouvernementaux ont refusé tout débat avec le collectif scientifique devant les élus. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, ils ne voulaient pas débattre avec nous. Alors, les maires ont réagi très négativement, le gouvernement a compris qu'ils avaient fait une erreur, ils nous ont proposé une autre rencontre avec les experts, mais seulement avec quelques élus du comité de pilotage. Je ne voulais pas que tous les élus participent à cette rencontre-là. Et en décembre, on les a rencontrés à Québec et on s'est rendu compte là, que ce qu'ils nous ont candidement avoué, c'est qu'ils avaient eu un mandat. Vous savez, M. Couillard l'a déjà dit, les fonctionnaires, ils vont faire ce qu'on leur demande. Hein? Bien, ils ont fait ce qu'on leur demandait. Puis ce qu'on leur demandait, c'était de développer l'industrie, peu importe les conséquences. Alors donc, à partir de là, on a continué notre démarche, si bien que, éventuellement, 331 municipalités provenant de 75 MRC et agglomérations et représentant plus de 1,2 million de citoyennes et citoyens avaient signé cette demande de dérogation-là. En mai 2016, le gouvernement nous a, comme disait le maire de Restigouche, nous a envoyé une balle courte en nous disant « mais c'est formidable votre chose, mais nous on aimerait voir le règlement ». Alors donc, on a fallu reprendre la démarche depuis le début. Le collectif scientifique, un collectif de juristes, a travaillé à revoir le règlement de Saint-Bonaventure pour
pour le consolider à partir des connaissances scientifiques qui avaient été acquises entre-temps. Et effectivement, les municipalités ont commencé à adopter ça. Alors, ce qu'il y a devant moi, ce que vous voyez ici, c'est ce que nous avons envoyé ce matin par huissier à M. Couttefleur-Hertel, à M. Piard et à M. le ministre des Affaires municipales pour signaler la volonté de plus de 230 municipalités qui, à ce jour, ont ont adopté ce règlement-là, alors que d'autres municipalités, sans l'adopter, ont pris formellement position en faveur de la démarche des municipalités. Et effectivement, aujourd'hui, c'est en gros un citoyen sur deux au Québec qui réclame une meilleure protection des sources d'eau potable. Des municipalités appuyées de façon remarquable par les comités de citoyens et de citoyennes qui, partout au Québec, se sont regroupés à l'intérieur du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Alors, c'est ce travail collectif qui a permis d'atteindre ces résultats-là, et ces résultats-là ne sont que la pointe de l'iceberg. Je dirais que presque à chaque jour actuellement, je reçois des nouveaux règlements. Aujourd'hui, pour vous donner un simple exemple, j'en ai reçu 5 déjà, et on a un second dépôt de cette demande-là de dérogation au mois d'août. Alors, je vous encourage à aller rencontrer vos élus municipaux, à construire ce rapport de force qui est absolument nécessaire si on veut ramener le gouvernement à la raison. Comme Marc l'a signalé, ce qu'on a appris récemment, c'est absolument inquiétant. Ceux qui ont élaboré la loi sur les hydrocarbures, ceux qui sont en train d'élaborer les règlements d'application de la loi, les 3 ingénieurs ont demandé, ont fait des pressions pour obtenir de la formation sur la fracturation hydraulique, sur l'ensemble de ce qui se passait dans cette industrie-là. On leur a dit non, ce qui fait qu'à toute fin pratique, c'est les compagnies albertaines qui ont fixé les normes. Alors, quand on nous dit que ce sont les normes les plus sévères en Amérique du Nord, on peut s'interroger formellement. Alors, il faut continuer cette bataille-là. Merci. À ma connaissance, pas encore. Ils n'ont pas signé, seulement ils ont envoyé. C'est une dérogation, madame? C'est une dérogation qu'ils ont envoyée ou pas une dérogation? Ils ont envoyé une résolution comme de quoi ils ne voulaient pas de gaz de schiste sur le territoire. En pratique, dans l'état de connaissance actuel, dans l'état actuel des choses, on ne voulait pas avoir cette production-là sur notre territoire. On parle de cette concordance avec la ministre. Ils ont dit et ils ont redit ce qu'ils avaient écrit dans leur mémoire. Ils sont en équipe avec la MRC. La MRC dit la même chose. Ils n'en veulent pas sur le territoire. Alors, avec les villages qui ont signé la dérogation et tous les autres villages qui ont dit qu'ils n'en voulaient pas, ça couvre notre territoire, ça. Alors, il y a une autre question ici pour M. Langelier. Fournir de l'eau potable aux citoyens, c'est bien la responsabilité
Oui, mais le règlement sur le prélèvement des eaux a enlevé toute compétence aux municipalités sur les puisements d'eau réalisés sur leur territoire lorsque ces puisements d'eau-là servent aux hydrocarbures ou à l'industrie minière. Alors, le règlement dont on conteste actuellement la portée, c'est effectivement d'avoir réduit les compétences des municipalités sur ce qui se passe sur leur territoire. Merci beaucoup. On est obligé de... Ce rapport que vous venez de produire, vous allez l'envoyer au gouvernement. Est-ce qu'il y a une procédure gouvernementale de réception du document? Quelle va être la suite que le gouvernement doit donner, ou s'il y en a une à donner, sur ce document-là? Quel est, dans le temps, comment est-ce que les choses vont se déclencher? OK. Alors, il y a deux éléments. D'abord, on a prévenu le comité de pilotage, là, les maires et les mairesses, M. Noël, le préfet, ont prévenu le gouvernement que le dépôt actuel n'était que le premier dépôt et qu'il y aurait un second dépôt à la fin du mois d'août. Pourquoi? Parce que beaucoup de municipalités ont décidé avec le temps, avec l'explication, vous savez, les maires, le comité de pilotage ont envoyé depuis 3 ans 36 communications à l'ensemble des municipalités du Québec pour leur expliquer la démarche au fur et à mesure. Donc, il va y avoir un second dépôt et on ne veut pas nécessairement que le gouvernement nous donne immédiatement une réponse avant qu'on ait l'ensemble des municipalités qui veulent participer à la démarche collective aient pu le faire. En même temps, le fameux règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le fameux règlement qui donne des distances séparatrices ridicules, il y a une disposition dans ce règlement-là qui prévoit qu'après 3 ans de sa mise en vigueur, il doit être revu pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Alors, donc, ce que nous, on se dit concrètement, c'est que le chat, qui soit blanc, qui soit noir, l'important, c'est qu'il attrape la souris. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est 2 km minimum. C'est ça la règle que les municipalités doivent minimalement imposer. Alors donc, qu'est-ce que le gouvernement fera? Hein? Il y a 2 options. Soit qu'il consent à nous accorder les demandes de dérogation qui ont été présentées par les municipalités, et je pense que d'ici la fin d'août, on sera vraisemblablement autour de 300 à 350 municipalités qui auront adopté le règlement. Ou alors, il peut modifier le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pour nous accorder les mêmes distances séparatrices qui sont demandées par les municipalités. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fera? Je n'en sais rien. Mais chose certaine, évidemment, accorder 350, 400 peut-être dérogations, c'est en quelque part admettre que le règlement provincial ne satisfait personne, que les municipalités, que les citoyens, que les organisations constatent que ce règlement-là est inacceptable. Alors, évidemment, une fois que le gouvernement aura fait son lit, en quelque sorte, il aura choisi l'option pour satisfaire les demandes des municipalités et des citoyens, bien là, ça dépendra de la décision qu'il prendra. S'il modifie le RPEP pour nous donner 25 mètres de plus, que ce soit 525 plutôt que 500, c'est clair que les municipalités, à ce moment-là, seront face à un choix à faire. Et ce choix-là, c'est d'avoir recours aux tribunaux. Dans la mesure où, bien sûr, une demande de dérogation, c'est une décision discrétionnaire. C'est le ministre peut, nous dit la loi. Donc, ce n'est pas le ministre doit, c'est le ministre peut. C'est une décision discrétionnaire. Mais en matière de contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires des ministres, il y a une limite à ce que le ministre peut faire ou ne pas faire. Et ce qu'il ne peut pas faire, c'est rendre une décision déraisonnable, au sens que nos tribunaux donnent à cette expression-là. Et je vous donne immédiatement un exemple. Quand le gouvernement avait octroyé des permis pour installer un port en plein dans la pouponnière des Bélugas, le tribunal a considéré que cette décision-là, qui ne reposait pas sur une preuve scientifique solide, était déraisonnable. Alors, est-ce que la décision du ministre de refuser aux municipalités qui réclament la dérogation
pourrait être qualifiée également de décision déraisonnable, c'est une hypothèse qu'il faut envisager dans la mesure où notre collectif scientifique a déjà déposé dans le volume 5 qu'on a déposé aujourd'hui. Il y a un document synthèse que le collectif des 5, Marc Durand, Marc Brunman, Chantal Savalia, l'hydrogéologue, Céline Marie, la biologiste, et moi, on a rédigé ensemble et qu'on a publié en janvier 2016, on démontre très bien que les études scientifiques à notre disposition à cette époque-là montraient déjà que des distances séparatrices de 500 mètres en horizontale ou de 400 mètres sur la base de l'aquifère, c'était déraisonnable, que ça n'avait aucun sens, eu égard à tous les cas de contamination que nous avions pu répertorier à l'expérience des tribunaux américains, aux normes législatives et réglementaires qui existent dans d'autres juridictions. Alors donc, les municipalités qui sont requérantes dans cette chose-là auront une décision à prendre. Est-ce qu'on se met ensemble, on finance un recours collectif ensemble pour contester la décision du ministre? Ça pourrait être une option, effectivement. Si par ailleurs, il augmentait les distances séparatrices de façon à correspondre aux desiderata, aux demandes formulées par les municipalités, ben, ce n'est pas nécessaire de nous accorder la dérogation si effectivement, il établissait des distances séparatrices suffisantes, selon nos connaissances scientifiques actuelles, pour juger là, que les sources d'eau potable sont protégées. Mais je vous rappelle une chose, c'est que au Québec, les gisements très conventionnels d'hydrocarbures, il y en a très peu, si tant est qu'il en existe. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que se lancer dans les hydrocarbures, ça veut dire forcément prendre des risques considérables avec l'eau potable. Je vais dire quelque chose de gros, là, mais je dirais que se lancer dans les hydrocarbures, c'est accepter de sacrifier la Gaspésie, peut-être le Bas-Saint-Laurent et un certain nombre de territoires dans la vallée du Saint-Laurent. C'est ça, concrètement, que ça veut dire. Alors, il faut être conscient de ça. Donc, les municipalités seront face à ce choix-là et en conséquence, en fonction de la décision qu'elles prendront, on verra quelle pourrait être la suite des choses. Mais c'est clair que le rapport, je termine là-dessus, le rapport qui a été publié aux États-Unis avant que M. Trump prenne le pouvoir, heureusement que M. Obama avait décidé de le publier avant, parce qu'on ne l'aurait jamais lu, j'en suis convaincu. Mais ce rapport-là a montré, c'est un immense rapport de plus de 1000 pages, a montré qu'à toutes les étapes de l'usage de la fracturation hydraulique, il y avait un danger réel, avéré, significatif pour les sources d'eau potable. Alors, si le gouvernement révise de façon rationnelle son RPEP, on peut espérer à tout le moins que ces connaissances scientifiques qui sont publiées, qui ont été publiées après l'adoption du RPEP, devraient être suffisantes pour amener le gouvernement à modifier le RPEP et à élargir de façon très importante. On a beaucoup parlé ce soir de l'eau potable, et je voudrais vous dire aussi que depuis peut-être une année et demie, il n'y a à peu près pas de semaine où on ne reçoit pas des études scientifiques qui montrent les conséquences sur la santé humaine, sur la santé animale, de vivre près d'un forage gazier et pétrolier. Alors, c'est cette combinaison-là d'enjeux pour la santé publique, d'enjeux pour la protection du territoire, d'enjeux pour la protection de l'eau potable. Et nous, comme collectif scientifique, on travaille déjà actuellement à une mise à jour de notre document de façon à bien pouvoir expliquer au gouvernement ce qui s'en vient. Et là, il y a le procès de Restigouche aussi qui va commencer en septembre prochain. Et malheureusement, François, vous ne pouvez pas être là ce soir, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette procédure judiciaire pour intimider les municipalités, ben, ça joue à deux, ce game-là. Et donc, actuellement, c'est Restigouche qui poursuit Gasten pour tous les torts que cette compagnie-là a fait subir aux citoyens depuis le début de sa poursuite judiciaire. Alors,
c'est vraiment cette association des municipalités, des citoyens, des scientifiques, des Premières Nations qui vont nous permettre de bâtir un rapport de force suffisant, espérons-le, pour ramener notre gouvernement à la raison. Advenant, on veut que le prochain règlement du RPEP accorde une distance de 1 km, 2 km entre la tête du puits et un puits d'eau potable qui sert à la consommation humaine. Ben là, il y avait des gens qui m'ont dit, ben moi, pour être certain que dans tout le rang de la communauté, qu'il n'y ait pas d'exploitation gazière, qu'il n'y ait pas de possibilité de plateforme gazière, ben je vais faire un puits d'eau potable que je vais utiliser. Est-ce que, Charles, je ne sais pas comment ça serait perçu par les tribunaux si d'aventure une compagnie comme Gastel poursuit le dit individu qui s'est foré un puits d'eau potable? J'ai mal compris ta question, merci. Advenant que quelqu'un creuse un puits et il faudrait savoir si le puits correspond à une nécessité ou pas. Si un tribunal est saisi d'une question et il se rend compte que le geste du citoyen ne correspond à rien du tout, il n'y a pas besoin d'eau, mais c'est strictement pour avoir cette distance séparatrice-là, peut-être que là, la décision du tribunal deviendrait différente. Il faut toujours placer les choses dans un contexte où effectivement les juges essaient de comprendre quelles sont les ambitions des uns et des autres et comment concilier les intérêts des uns et des autres. Hein? C'est ça dans des sociétés démocratiques. Il y a des intérêts qui se heurtent forcément et il faut donc que les tribunaux essaient de concilier les droits des uns et des autres et si c'est impossible, ils doivent trancher. Alors, quand on leur demande de trancher, bien là, évidemment, ils essaient de comprendre les motivations qui ont conduit aux gestes qui ont été développés. Alors, dans la mesure, moi je pense, dans la mesure où effectivement le puits d'eau potable correspondrait à une nécessité véritable, bien effectivement, il n'y a pas de droits acquis à dire ben, moi j'avais l'intention d'y aller, puis il n'y en avait pas, puis là il y a un puits d'eau potable. Non, il y a un puits d'eau potable qui est arrivé, on doit respecter cette réalité-là. Bon, c'est l'interprétation que j'en fais, mais il est toujours très difficile, très risqué pour un juriste d'hypothéser sur ce que les tribunaux vont décider. Là. Alors ça, c'est... Juste une sous-question là-dessus, c'est que la question avait été posée aussi de la part de municipalités. Si une municipalité qui juge que ses ressources en eau sont un peu critiques et décide de forer un puits d'eau souterraine municipalisée, ben, à mon avis, là, la nécessité, comme il s'agit de préserver l'ensemble d'une communauté, je pense que ça pencherait davantage en faveur de la municipalité. Je pense que la cause de la municipalité pourrait être plus facile à gagner parce qu'elle peut justifier la nécessité d'accorder de l'eau à ses citoyens. Elle a même l'obligation de le faire. Alors, dans ce cadre-là, je pense que la balance pencherait davantage du côté de la municipalité. Merci beaucoup, M. Langelier. Ici, il y avait M. C'est vraiment la dernière question. Elle doit être vraiment minime parce qu'on doit ramasser les chaises, fermer la salle pour 11 heures pile et finir de se ramasser. C'est la dernière question, ça va être là. Ce n'est pas une question, c'est pour des infos. Les élus ont dit à une dernière moment qu'ils étaient contre la densité. Mais si vous prenez le rapport de Bécancourt et de la RLC, c'est bien clair. Ils sont contre le dentifrice si c'est mal fait. Si c'est bien fait, on est favorable. C'est tel quel. Vous pouvez relire le texte.
ça que vous voulez. C'est ça que vous dites. Donc, c'est ambigu. Les élections indépendantes. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, actuellement, moi je pense que le gouvernement utilise un certain nombre d'élus municipaux pour tester ses politiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Le 31 mai, tous les municipalités, les MRC qui seraient traversées par le pilier d'énergie Est, ont été réunis par la Fédération québécoise des municipalités. On a réuni simplement les préfets des MRC et les chefs préfets ont adopté une résolution comme quoi ils seraient pour l'énergie Est à condition que, puis là il y avait un certain nombre de conditions, un fonds de 5 milliards, ensuite des plans de secours, etc. Alors, c'est ça qu'il faut se comprendre, c'est que les influences politiques existent aussi dans les municipalités et que parfois les gouvernements utilisent des élus municipaux pour pousser un certain nombre d'idées, pour voir comment les populations vont réagir, etc. Alors, il y a ça d'une part. Mais d'autre part, on ne peut pas considérer que toutes les municipalités qui ont refusé d'embarquer avec le comité de pilotage sont nécessairement de mauvaise foi. Alors, il y a des gens qui cheminent à des vitesses différentes et je pense que c'est dans cette synergie entre les citoyens et les élus, dans le fait que les citoyens, ils ne vont pas aux assemblées du conseil municipal à tous les 12 ans, ils y vont régulièrement et ils sont là derrière les élus. Ils entretiennent un dialogue critique avec les élus. Je pense que c'est comme ça qu'on va être capable de faire progresser la protection de notre territoire. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Il faut être conscient que ceux qui veulent transformer le Québec en pétro-société, ils vont travailler, ils vont utiliser des élus, ils vont faire des initiatives. C'est à nous, comme citoyens, comme scientifiques, comme personnes engagées, d'être vigilants et de s'assurer qu'on ne les laissera pas passer. Voilà.